l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un autre top 6. Donc ça fait déjà plusieurs vidéos que je le fais, on est maintenant rendu en 2012 et je vais vous présenter mon top 6 de mes jeux favoris de cette année-là. Et je commence habituellement mes vidéos avec des petites mentions, c'est des jeux qui sont très populaires mais que je n'ai pas joué, donc ils ne feront pas partie de mon top, probablement parce que j'y ai pas joué. Dans ces jeux-là, il y a War of the Ring. War of the Ring est un jeu avec des gens qui suivent ce jeu-là. Il y a un bon fanbase, comme on dirait. C'est un jeu que je n'ai jamais joué. J'ai jamais eu vraiment l'intérêt d'y jouer. Je me suis jamais trop renseigné non plus. Je sais que Vincent m'en a déjà parlé avec beaucoup de passion. Ça doit être un jeu qui est très bon, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Un autre jeu celui-là me tenterait vraiment beaucoup d'y jouer, c'est le jeu Kemet. Donc Kemet est un jeu, encore une fois, très populaire. Je sais que JP a récemment acquis une copie du jeu. C'est un jeu que j'ai le goût d'essayer un jour. Ça prend le bon setting, ça prend le bon moment pour l'essayer. C'est un jeu que j'ai jamais acheté, mais j'ai toujours voulu y jouer. Donc il ne fera pas partie de la liste non plus. Un autre et le troisième jeu de mes mentions qui ne feront pas le top, c'est le jeu Robinson Crusoe. Et Robinson Crusoe est un jeu que beaucoup de joueurs solo vont dire comme étant une espèce de Grail Game, donc un jeu très prenant, très intéressant, très amusant, mais aussi très difficile. C'est un jeu coopératif où rien ne va jamais bien. C'est un jeu très difficile. Je dirais que par le niveau de difficulté élevé, mais c'est une bonne chose parce que quand on réussit à gagner, c'est un accomplissement. Mais comme je dis, c'est ce que les gens en disent parce que moi, je n'y ai jamais joué. J'ai joué à First Martian qui reprend des concepts similaires. J'avais trouvé le jeu intéressant. Mais bon, à un moment donné, quand ça va donner, Robinson Crusoe est un jeu que je vais devoir essayer. Je prends exception et je mentionne également un jeu qui, lui, je l'ai joué, il ne fera pas mon top et c'est un jeu qui aurait probablement été en numéro 1 de beaucoup de gens que je connais, c'est le jeu Terra Mystica. Je vais vous expliquer, prendre quelques petites secondes pour vous dire pourquoi il ne fait pas dans mon top. J'y ai pas joué souvent, je pense que j'ai joué 2 ou 3 parties seulement. J'ai essayé aussi sur l'application pour essayer de me familiariser avec le jeu, mais je sais pas, il y a de quoi qui n'a pas décliqué pour moi pour ce jeu-là. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu qui m'a passionné, qui m'a donné le goût d'y jouer. J'ai même revendu ma copie. Je sais pas pourquoi. Peut-être bien, comme je dis, des fois ça arrive juste des jeux qui cliquent pas comme ça. Terra Mystica ne fera pas partie de mon top, mais on va y aller immédiatement avec le top 6 de mes jeux favoris de 2012. Numéro 6. En 6e place, j'ai souvent des jeux qui sont des jeux plus généraux, plus faciles d'accès, mais aussi plus populaires à grande échelle. Et mon numéro 6 se retrouve dans cette catégorie-là, c'est le jeu Las Vegas. Il ne faut pas vous méprendre, c'est une couverture de jeu absolument affreuse. Donc les Ravensburger, ça inspire à pas grand-chose là. C'est quoi Las Vegas? C'est un petit jeu bien sûr de hasard de dés, mais on va devoir placer des dés dans différents casinos. Bon, les casinos sont numérotés de 1 à 6, on va devoir placer des dés là, les majorités vont remporter les montants qu'il va avoir comme ça. C'est un jeu de hasard, bon avec le nom comme Las Vegas, on pourrait s'y attendre, mais c'est un jeu aussi qui est vraiment amusant, très rapide, très facile à expliquer. On brasse les dés, on a des décisions amusantes à faire. Il y a aussi un petit concept vraiment génial, c'est que c'est un peu une majorité qu'on va placer les dés, et quand il y a des égalités, donc les deux joueurs s'annulent. Donc ça veut dire que si jamais on était deux à avoir placé beaucoup de dés, mais les deux on s'est mis des bâtons dans les roues, puis la personne qui en avait placé vraiment pas beaucoup va peut-être avoir une chance de gagner. C'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais c'est un jeu qui sort tellement bien et tellement souvent. Le jeu a une extension que j'ai jamais essayé. Je trouve que le jeu de base comme ça me satisfait amplement parce que justement, c'est rapide, c'est des dés. Je dirais que malgré la couverture affreuse, le jeu reste quand même pas si pire. Numéro 5. En 5e place, on retrouve un jeu que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais je vais le garder dans ma collection. Quand j'ai commencé à jouer, c'est un des jeux qui m'a accroché beaucoup. J'ai même retrouvé des fois des vieilles notes de vieux top de certaines années. Puis quand j'ai commencé à jouer, c'est un jeu qui m'a tellement accroché qu'il s'est déjà retrouvé dans mon top 3. C'est le jeu Legendary Marvel. Bon, Legendary Marvel, après ça, il y a eu plusieurs choses. Bon, il a été adapté pas mal à toutes les sauces. Il y a les modes Encounters, Legendary Encounters, qui en a eu quelques-uns avec justement Alien et Predator. Il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup de sorties, beaucoup de variantes différentes. Mais moi, je vais me concentrer sur Legendary Marvel parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un gros fan de super-héros et particulièrement Marvel. Donc, je suis un Marvel fanboy et je ne me cache pas. Legendary Marvel est un deck builder coopératif. Bon, ok.
Il mentionne dans le jeu qu'il y a un mode semi-coopératif, que quand on bat des ennemis, on fait des points. À la fin de la partie, même si on gagne tous ensemble, on regarde les points. Je vais être honnête avec vous, je ne joue pas avec ce mode-là. Moi, c'est un jeu coop, vraiment le fun, de pouvoir incarner, de pouvoir sentir comment diriger les choses, puis bon, prendre des cartes de super-héros, pour les jouer, trouver des synergies entre différentes cartes. Bien sûr, les extensions cool. C'est un deck builder après tout. Un des premiers deck builders d'ailleurs que j'ai accroché vraiment beaucoup. J'ai acheté plusieurs extensions, c'est le fun, ça donne beaucoup de variété au jeu. C'est certain que bon, la mise en place des fois est un peu plus longue, des fois il faut placer certains paquets, des choses comme ça. Mais les jeux Legendary, que ce soit Legendary Marvel ou même les autres qui ont suivi après, c'est des petits jeux qui sont super le fun et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans mon top. Numéro 4. Mon numéro 4 est un autre jeu que je ne joue pas nécessairement souvent, mais je l'adore. Les jeux de civilisation m'ont toujours une place très importante pour moi. Donc, ça me rappelle un peu mes racines de jeux vidéo avec différents jeux et Civilisation était un de ces jeux-là. Donc, que peu importe la version, j'ai toujours aimé ça, ce genre de jeu-là. On construisait justement une civilisation, on avait un paquet de paramètres qu'on devait gérer pour pouvoir prospérer. Oui, il y a eu le jeu Civilisation de Board Game qui est sorti, qui était le port direct du jeu vidéo, mais pour ma part, je trouve que le jeu qui émule le plus l'esprit de Sid Meier's Civilization, c'est le jeu Clash of Culture. Clash of Culture est un jeu de civilisation, donc c'est un jeu qui, de par sa définition, est un peu long. Pas si long que ça quand même. Je dirais qu'on s'en est tiré à des parties à 4 joueurs, aux alentours de 3h, 3h30. Bon, à 2 joueurs, un peu moins intéressant d'y jouer, mais le jeu se joue quand même beaucoup plus rapidement. C'est vraiment ce qu'on peut penser d'un jeu de civilisation. Donc, on va prospérer, on va avoir des villes, on va se déplacer, on peut faire des unités militaires, on peut aller explorer, trouver des technologies. Il y a un arbre de technologie qui est vraiment génial. Donc, dans Clash of Culture, on a un plateau de joueurs et chaque plateau va différentes avancées technologiques qu'on va pouvoir faire. Tout au courant de la partie, on va choisir si on décide d'être un peu plus technologique ou d'opter pour différentes choses, pouvoir construire des villes, faire des bateaux avec des ports, des choses comme ça. Et c'est mon jeu parfait de civilisation pour moi. Comme je dis, l'extension rajoute également beaucoup de petites choses. C'est certain, encore une fois, c'est pas un jeu parfait. Il y a quand même une part de hasard, on a des dés à lancer, il y a des conflits aussi qui arrivent. Mais règle générale, Clash of Culture est vraiment un jeu que... Puis d'ailleurs, j'en parle, j'ai le goût de rejouer à Clash of Culture. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Comme je dis, on prend un peuple et puis on essaie d'avancer. C'est un jeu absolument épique et il fait partie de mon top. Numéro 3. En troisième place, je ne sais pas si vous avez écouté mes dernières vidéos, mais dans une vidéo, je parlais de mon top 6 des jeux que j'ai joué le plus longtemps. Donc, c'est encore une fois un jeu que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais celui-là, je l'ai joué et pas à peu près. Descent, Journeys in the Dark. Donc, c'est la deuxième édition de Descent qui est un dungeon crawler. J'ai pas joué à la première édition, puis de ce que j'ai entendu, la deuxième est vraiment plus adaptée. De toute façon, la première, on peut plus la trouver vraiment. C'est quoi ce jeu-là? C'est le dungeon crawler parfait. Donc, c'est l'émule le plus fidèle d'un jeu de rôle qu'on pourrait faire, de placer là. On a des personnages fantastiques, on va avoir des dés, on va avoir des habilités, on va pouvoir acheter des armes, on va pouvoir monter de niveau, monter des nouvelles habilités. C'est vraiment ce qu'on peut penser d'un dungeon crawler. Le jeu est pas trop compliqué à comprendre. C'est certain que, bon, c'est un jeu de Fantasy Flight, il y a beaucoup de règles, mais quand on comprend, c'est assez simple. C'est facile de prendre d'autres joueurs, puis tant qu'il y a une personne qui comprend bien le flow du jeu, comment que ça roule, c'est vraiment génial. À l'origine, le jeu était un one versus all, donc un contre tous. C'est un jeu où il y avait une personne qui incarnait le méchant et le mal, en l'occurrence, la plupart du temps, moi, dans ces jeux-là. Et les autres joueurs avaient des héros, donc on avait des missions comme ça qu'on devait avancer. Bon, certaines fois, il y a des habilités qui se jouaient de part et d'autre. Mais avec le temps, sont venus des scénarios coopératifs. Donc là, au lieu d'avoir une personne qui contrôle les méchants, ils sont contrôlés par une intelligence artificielle. Et après ça, l'application est arrivée. Donc, l'application émule justement le méchant. Donc, il va nous dire où placer les tuiles, il va nous donner des références sur les monstres, des choses qui se passent, il va faire avancer l'histoire. On va avoir des choix qu'on va pouvoir faire, on va retourner au village, il va y avoir des cartes qui vont s'offrir à nous. Donc, c'est vraiment une épopée qui se rapproche le plus pratiquement d'une session de jeu de rôle. Descent est un jeu vraiment génial et un jeu que j'apprécie beaucoup. La preuve, j'y ai joué tellement longtemps. Puis, encore une fois, c'est un jeu que si ça donne bien avec le bon groupe, ça peut devenir vraiment des belles soirées. Puis, c'est Descent qui fait mon top. Numéro 2. On est rendu en deuxième place et c'est un autre jeu qui, je dirais que autant que Legendary a été un deck builder qui m'a amené vers d'autres choses, celui-là, c'est vraiment un des jeux avec un mécanisme que j'aime beaucoup mais qui fait les choses de manière tellement différente.
Le jeu, c'est Tzolk'in, le calendrier Maya. Donc, Tzolk'in est un jeu de placement d'ouvriers. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, si vous avez peut-être vu des images, c'est qu'il y a des roues, donc des engrenages qui sont au milieu. Au courant de la partie, on va placer nos ouvriers, mais là, dans les worker placement habituels, ce qu'on fait, on place un ouvrier, on fait une action. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer et on va faire l'action lorsqu'on va retirer le pion. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque tour, les engrenages vont avancer. Donc, le pion qui est à un endroit va avancer sur la roue et va pouvoir bénéficier d'une action vraiment plus forte. Donc, plus on laisse les personnages-là, les workers, plus l'action va être intéressante, mais on va devoir gérer une dimension supplémentaire qui est le temps. Avec ça, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, il y a des tracks avec des temples. On va devoir placer sur certaines pistes de score. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Et c'est un jeu qui, le premier contact avec ce jeu-là est souvent difficile. Parce que oui, c'est très beau, mais c'est assez difficile de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Bon, la preuve, moi-même, j'ai joué plusieurs parties. J'ai pas vraiment la prétention de connaître la stratégie, là. Mais Tzolk'in fait les choses vraiment de manière unique. Un placement d'ouvriers vraiment original. C'est un jeu qui gagne à être joué plusieurs fois, bien sûr. Mais lorsqu'on rajoute l'extension, ça rajoute un petit quelque chose aussi. Ça donne une asymétrie de départ qui est vraiment, vraiment amusante. C'est un midway, donc c'est un jeu euro de poids moyen. Ça prend la bonne crowd, comme on dirait, les bonnes personnes autour de la table, parce que bon, les premières parties sont un peu moins, je dirais un peu moins intéressantes. Mais il mérite quand même mon numéro 2 dans mon top des jeux de 2012. Numéro 1. On est maintenant rendu à mon numéro 1 de mes jeux de 2012, donc une année avec beaucoup de jeux intéressants. Les choix ont été difficiles à faire, mais pour le numéro 1, et bon, j'ai hésité pendant quelques temps avec Tzolk'in, mais c'était sans équivoque mon numéro 1 et le jeu Suburbia. Vous savez, tantôt, lorsque j'ai parlé de Clash of Culture, je vous ai parlé du jeu de PC, du jeu d'ordinateur Civilization. Sid Meier's Civilization. C'est un des types de jeux que j'ai toujours beaucoup apprécié. D'un autre côté, un autre des jeux que j'ai joué énormément dans le passé, puis un concept que j'ai toujours aimé, c'est SimCity. Non, Suburbia, c'est pas, ça vient pas de EA Games, c'est pas de la franchise directe, mais un peu comme Clash of Culture, je trouve que c'est lui qui l'émule le mieux. Donc, on va construire une ville, cette fois-ci avec des tuiles qu'on va placer. On va devoir penser, c'est un puzzle spatial, donc les tuiles vont devoir être placées de manière justement à optimiser nos choses. On a des tuiles vertes résidentielles, des tuiles commerciales, des tuiles industrielles. Le jeu reprend même les couleurs que SimCity avait. Certaines personnes l'ont trouvé un peu pas super spectaculaire de la présentation visuelle. Pour ma part, je l'ai vraiment apprécié. Il existe d'ailleurs une édition de collectionneur qui va sortir dans quelques mois, je crois. Je l'ai backé sur Kickstarter parce que Suburbia, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. C'est vraiment le petit SimCity parfait pour moi. Et puis, le jeu, encore là, est un vrai puzzle. On va devoir placer des pièces, justement, de villes. On va devoir gérer notre argent. On va devoir gérer aussi la population qu'on a dans notre ville parce que, bon, plus la population avance, plus nos revenus vont descendre avec le temps. On va franchir des certains stades. Le jeu est vraiment génial. Un bon puzzle spatial. Faut aimer les jeux de tuiles. L'édition du collectionneur qui s'en vient va être absolument magnifique. J'ai vraiment hâte. J'ai encore le jeu ici, Suburbia. Je l'aime beaucoup. Puis même, comme je dis, moi, ça me dérangeait pas, mais là, d'avoir une espèce de version de luxe, si on veut. Surtout d'un jeu que j'aime beaucoup. Puis Suburbia fait probablement mon top 10 parce que ce jeu-là, je l'ai vraiment hautement en estime. Si vous le connaissez pas, bon, dans quelques mois, le jeu va peut-être avoir un petit regain d'énergie avec les versions Kickstarter qui vont arriver. C'est certain que je vais vous le présenter sur la chaîne parce que, comme je dis, Suburbia est un jeu que je reviens souvent. Il existe également une application. Et souvent, les gens disent « Ah non, mais les applications... » Le jeu se prête vraiment bien à l'application parce que, comme je disais, c'est un peu un puzzle, mais il va y avoir des challenges. Donc là, on ne jouera pas simplement contre un autre joueur virtuel. On va avoir des objectifs précis, donc aller connecter des différentes choses et ça transforme vraiment le jeu en vrai bon puzzle. Puis c'est un jeu justement qui, quand on parle souvent de jeux mobiles, que ce soit sur tablette ou sur le téléphone, Suburbia en est un que je conseille vivement parce que même en jouant la version en ligne, la version application, j'ai quand même le goût de revenir avec la version des tuiles. Il y a quelque chose de satisfaisant, je trouve, de construire sa petite ville avec ses petites tuiles comme ça. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 1
Et voilà, ça fait déjà le tour de mon top 6 des jeux de 2012. Et vous, je sais pas, allez regarder un petit peu sur vos listes de jeux que vous avez joués. L'année 2012, pour vous, c'est quoi le jeu que vous avez le plus aimé? Sinon, y a-t-il des jeux dans celui-là que j'ai parlé que vous aimeriez que j'en parle un petit peu plus? Des fois, pour pouvoir lancer une petite critique express. Je sais que j'en ai fait quelques-unes, ça fait qu'il y a déjà un petit bout de temps que j'en ai pas fait. Donc, s'il y a un des jeux que ça vous tente que je présente, ça va me faire plaisir de pouvoir vous en parler. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!